Naïf d'abord. Ah, ça existe. Ça existe, ben oui, absolument. Vous êtes soupçonneuse, hein, vraiment naïve, presque. À quel moment est-ce que vous avez été averti? C'est quand même un événement si grand. On vous a vu à la conférence de presse du Premier ministre hier. Comment est-ce que vous avez été averti? Le Premier ministre a souhaité réunir ses ministres quelque temps avant l'annonce. Je peux comprendre que voilà, sur un certain nombre de sujets, il n'ait pas forcément eu envie que les journalistes soient prévenus trop en amont. Et puis c'était à lui de l'annoncer surtout par lui-même et d'expliquer le choix qui a été le sien. Est-ce que vous vous êtes dit sur le moment, ça sent le sapin? Non, mais parce que je me le dis toujours pas, parce que je m'y résous pas, parce que je pense que la question fondamentale qui est posée, c'est pas la question d'un vote de confiance, c'est la question d'un vote de responsabilité. C'est ça aujourd'hui l'enjeu qui est devant nous, c'est comment on garantit non pas l'avenir, la survie du Premier ministre, d'un membre du gouvernement, c'est pas la question individuelle ou personnelle qui est posée, c'est une question qui est bien plus grande que nous-mêmes, qui est la question à un moment du sens des responsabilités qu'on a. Est-ce que vous assumez l'idée de concession? Hier, sur notre antenne, il y a eu un moment assez fort. Juliette Méadel parlait directement à Louis Alliot et ça ressemblait un peu à ça. Rien n'est dissimulé, c'est oui. Il faut, si vous voulez survivre, il va falloir que des voix au moins s'abstiennent sur votre droit de vote. Quand on vient d'entendre le Premier ministre dire on va faire un effort social, est-ce que c'est une manière de dire à gauche sauvez-nous? Mais il n'y a pas sauvez-nous, il n'y a pas de notion de survivre. Il y a quel est le pays qu'on veut, quel est le sens de l'État qu'on a ou pas, quel est le sens des responsabilités qu'on a. On a vécu une dissolution. Les Français ont fait un choix au moment de cette dissolution, le choix de cette assemblée-là, qui est une assemblée fragmentée, qui est une assemblée aussi qui leur ressemble, qui nous ressemble, qui ressemble aussi aux colères, aux crispations qui peuvent exister dans le pays. Mais surtout, ils nous ont dit, maintenant que cette assemblée existe, à vous de faire en sorte qu'elle fonctionne. Donc, est-ce qu'on est suffisamment grand, suffisamment mature d'un point de vue même démocratique pour se dire qu'à une question démocratique posée au Parlement, on répond au Premier ministre ensemble qu'on va trouver les voies et moyens d'y parvenir, qu'on va doter la France d'un budget. Et dans ces cas-là, ce qui est une certitude, c'est que ça peut pas être tout ou rien. Ça peut pas être la copie initiale, rien que la copie initiale, comme ça peut pas être jeter tout. Parce que ce qui est certain, là aussi, c'est que les Français sont très lucides sur le niveau d'endettement qui est le nôtre, sur le mur budgétaire qui est face à nous, et donc sur la nécessité aussi d'y répondre et de réaliser des économies sur la dépense. Alors, j'entends ce que vous dites, mais à chaque fois, c'est la même chose. Le diagnostic est, semble-t-il, partagé par un certain nombre de formations dans l'hémicycle. Ce sont les moyens de résoudre cette dette qui sont évidemment différents selon que vous apparteniez au Parti communiste comme M. Brossard ou au Rassemblement national comme Marine Le Pen. Donc, quel est le chemin que vous devez parcourir pour oublier certaines des recettes au sens culinaire, pas au sens dépenses et recettes, que vous pouvez abandonner pour prendre plutôt les solutions que vous proposent d'autres formations? Déjà, se mettre d'accord sur un diagnostic, c'est pas totalement anodin. Et pendant longtemps, le diagnostic, il n'a pas été partagé. Quand vous prenez la nécessité de la réforme des retraites, par exemple, est-ce que le diagnostic était partagé par tous alors que les chiffres étaient là? Il ne l'est toujours pas. Et en effet, je suis pas certaine qu'il le soit encore. Or, il y avait une nécessité de réformer. Là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, on voit un certain nombre de sondages, c'est que les Français eux-mêmes disent on n'a pas de doute sur la sincérité du diagnostic, sur l'état du pays, sur la nécessité du redressement des comptes publics. D'où ce que je disais, pas un vote de confiance, mais un vote de responsabilité par rapport à ça. Ensuite, comment on y répond? Je crois que les Français, là, ils sont très lucides sur il n'y a pas de possibilité de dette supplémentaire. Et ça, c'est quand même un enseignement aussi. Moi, je me replonge 2 ans en arrière. J'étais présidente de groupe à l'Assemblée nationale. Je voyais beaucoup de groupes politiques proposer de la dépense supplémentaire, financée comment, si ce n'est par de l'endettement. Là, j'ai l'impression qu'il y a un premier point d'accord, possible en tout cas, sur le fait qu'il n'y ait pas d'endettement supplémentaire. Ensuite, est-ce que c'est des recettes supplémentaires? Ce qui veut dire des contributions exceptionnelles, par exemple, qui pourraient être réalisées. Est-ce que c'est du travail en plus qui permet que cette recette existe? Ou est-ce que c'est de la dépense en moins? Et c'est là où, en effet, on a des choix qui sont des choix différents. Est-ce que pour autant, ils sont par principe totalement antagonistes les uns aux autres? Moi, je ne crois pas et je ne l'espère pas, parce que je pense qu'on a la nécessité de réussir. Parce que si demain, le vote n'est pas acquis, c'est évident qu'il n'est pas acquis aujourd'hui et qu'on doit y travailler. Mais si le gouvernement était renversé le 8, qu'un nouveau gouvernement a été nommé, le nouveau gouvernement, il va dire quoi? Il va dire que le diagnostic est faux?
Non, le diagnostic restera juste. Il y aura quand même cette nécessité d'aller trouver ces économies. Donc, il va bien falloir que, quel que soit le gouvernement, on réussisse. Est-ce qu'une négociation est possible? C'est-à-dire, on peut toujours négocier, on peut toujours parler dans un Parlement. Est-ce que demain, un autre Premier ministre, pour vous, peut être nommé, un monsieur Le Cornu, comme on l'a beaucoup dit, ou d'autres, reprendre son bâton de pèlerin? Il y a un Premier ministre, il y a un gouvernement, et la question qui est posée, elle est posée par ce gouvernement au Parlement, de dire est-ce que oui ou non, ensemble, on est capable de prendre nos responsabilités et d'avancer. Pas pour dire on avance ensemble et c'est un chèque en blanc, mais pour dire on va ensemble réussir le chemin que nous demandent les Français. Mais est-ce qu'il y a encore une négociation? Ce soir, est-ce que vous dites c'est ce plan ou rien, je préfère ne plus être ministre si c'est pour recommencer à négocier, ou est-ce que vous dites quand même on va pouvoir négocier avec les uns et les autres? Je dis deux choses. Je dis que je préfère... Ah bah là, il y a c'est l'un ou l'autre. Pas exactement. Je dis que je préfère être censuré parce qu'on aura pris des risques, plutôt que de mentir aux Français sur le diagnostic, de mentir aux Français sur les solutions à trouver. Et je dis ce qu'on a toujours dit depuis le début, c'est pas nous ou rien. C'est pas ce plan ou rien. C'est un peu l'impression que donne hier François Bayrou. Franchement, c'est un peu ce qu'il dit. Je l'ai entendu, moi, dire dès juillet, qui posait toutes les cartes sur la table, en totale transparence, sur le constat, le diagnostic, les propositions. Et que si, en effet, pour lui, ce qui était important, c'est les résultats, c'est-à-dire le volume d'économies à réaliser, le chemin pour y parvenir, ça restait ouvert. Donc, c'est aussi le moment aujourd'hui pour que tous les groupes politiques, au-delà de dire on vote oui, on vote non, on vote pour, on vote contre, disent quelles sont les alternatives qu'on propose au pays, quelles sont les alternatives que les Français sont prêts à entendre aussi pour réussir. Et quand je dis réussir, c'est pas un vain mot, c'est pas faire semblant, c'est pas dramatiser la situation à l'excès, c'est juste dire la réalité de ce que sont nos comptes publics et la nécessité qu'on a à baisser la dépense dans le pays. Madame la ministre, le rôle d'Emmanuel Macron, on va découvrir dans quelques instants en primeur, c'est le sondage pour TF1 LCI, l'opinion des Français sur oui ou non une dissolution, sur le pronostic, sur une démission d'Emmanuel Macron en cas de dissolution et d'absence de majorité absolue. On va découvrir les chiffres dans un instant. Votre opinion à vous, est-ce que le rôle du président de la République ce soir est renforcé parce qu'il va se retrouver au centre du jeu de nouveau, c'est lui qui va peut-être jouer un rôle capital, ou est-ce qu'il est fragilisé ? Le président de la République, il préside jusqu'au dernier jour, à la dernière heure de son mandat. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie qu'on doit mettre, elle est de garantir qu'on puisse continuer à avancer dans le pays. J'entends ceux qui veulent tout bloquer. Je crois que les Français, ils sont quand même lucides sur le fait qu'on n'a pas les moyens de tout bloquer et qu'on doit continuer à avancer. Je ne veux pas commencer à préempter des questions qui ne sont pas posées aujourd'hui. Le vote n'a pas eu lieu. Moi, je suis ministre. Donc, je suis là pour continuer à me battre pour que ce vote soit compris par les Français comme pas un blanc-seing qui serait donné à ce gouvernement, à ce Premier ministre, à nous personnellement, individuellement, mais la capacité qu'on a à rester pour agir, à rester pour obtenir des résultats, à rester pour réduire le déficit public, la dette et pour que, tout simplement, le pays continue à avancer. Une question encore, on avancera ensuite sur les risques, mais sur la politique pure, sur les risques. Juste, Darius vous demande si ce n'est pas le président qui est fragilisé. Il a déjà eu un Premier ministre renversé par le Parlement, un risque important que le second, un risque ou une chance, ça dépendra de où on se place, que le second Premier ministre soit renversé. C'est finalement la politique d'Emmanuel Macron qui est mise en cause. Ce qui est en cause, c'est un Parlement qui est particulièrement fragmenté. Donc ce qui est en cause, c'est la capacité qu'on a toutes et tous, et je me mets aussi dans ce lot-là, est-ce que oui ou non, on est en capacité de travailler ensemble? Soit on fait le constat et on dit aux Français que malgré l'Assemblée qu'ils ont choisie et qui n'a jamais autant reflété finalement ce qu'est aussi le pays, avec ses fractures, avec ses difficultés, en fait, on n'est pas suffisamment mature pour travailler ensemble et en tout cas trouver des compromis. Ça ne veut pas dire qu'on est évidemment d'accord avec toutes les forces politiques qui sont au Parlement. Et ce n'est pas non plus ce qu'on leur demande à notre égard. Soit on démontrera, je pense, une forme d'irresponsabilité assez manifeste le 8. Et il faudra, dès le 9, qu'on remette toute l'énergie nécessaire pour avancer et pour doter la France d'un budget. Aurore Bergé, le risque économique et financier, regardez l'évolution, alors l'évolution de la bourse, mais la bourse ça va, ça vient, l'évolution des taux, c'est plus grave, c'est les taux à 10 ans, c'est vraiment l'importance de la signature de la France, on va peut-être les voir s'afficher. La France, ça affiche la confiance dans des créanciers en la France. Alors, la France s'en tire mieux pour l'instant que l'Italie, mais moins bien que la Grèce et beaucoup moins bien que l'Allemagne. Regardez, les différences, c'est terrible. Les emprunteurs se disent l'Allemagne, c'est quand même beaucoup plus solide que la France. Quand vous voyez ça,
Comment vous réagissez? Et quand je vois ça, je me dis que le vote du 8 doit prendre ces enjeux en compte. Je me dis qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe. Les marchés financiers, ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou de lointain. Mais pardon, est-ce qu'en l'État, c'est votre échec? Parce que ça, vous êtes au pouvoir, là, vous ne vous projetez pas au pouvoir, vous y êtes. Est-ce que c'est votre échec? Ce qui est mesuré à cet instant par les marchés financiers, c'est le risque de l'instabilité. C'est ça l'angoisse aujourd'hui des chefs d'entreprise, quel que soit leur secteur d'activité, c'est qu'aujourd'hui, ils se disent on met tout sur pause parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc il n'y a pas, encore une fois, ce chèque en blanc qui est demandé et qui est signé au bénéfice du gouvernement, mais il y a cette demande qui est quand même une demande de stabilité à minima sur les grandes masses économiques et fiscales qui sont celles du pays. Et ça, on l'a réussi avec le président de la République depuis 2017. Est-ce qu'il y a une l'attractivité et sur l'emploi. Madame la ministre, est-ce qu'il y a une gêne? Là, on parle de la 7e puissance économique de la Terre. Ce n'est pas le Luxembourg. Avoir votre ministre de l'économie, M. Lombard, qui encore une fois est un homme de grande expérience, qui a eu beaucoup de postes importants, qui, en l'espace de quelques heures, dit petit 1, on ne peut pas exclure une intervention du FMI, et quelques heures plus tôt, qui dit non, en fait, je m'ai trompé, c'est pas le cas, etc. Ça fait mauvais genre. Mais encore une fois, vous montrez des chiffres qui... Ce n'est pas les chiffres, c'est sa déclaration. J'entends, mais il y a des chiffres qui ne trompent pas. Et c'est important quand même, enfin, d'arriver dans notre pays à se mettre d'accord, on disait, sur des diagnostics et des constats. Donc ça doit nous alerter, ça doit nous alarmer. Et ça doit démontrer la nécessité qu'on a à continuer à réformer. Si la conclusion qu'on tire de ces chiffres, c'est de dire que c'est pas grave qu'il y ait de l'instabilité, c'est pas grave qu'il y ait des gouvernements qui soient renversés tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois. C'est pas grave si on continue à dépenser toujours plus et à augmenter l'endettement de notre pays. C'est pas grave s'il y a une fuite en avant en matière de fiscalité. C'est pas ces chiffres-là qu'on aura dans quelques semaines, ils seront pires. Et moi, je veux qu'au contraire, les chiffres soient meilleurs parce qu'on a réussi des choses, notamment sur la question du réarmement économique dans le pays. Et je veux pas qu'on mette ça à mal. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, merci beaucoup, Valérie. Dans quelques instants, on entendra l'analyse économique et l'analyse politique. Gérard Haraud et François Langlais, l'un et l'autre, nous rejoignent sur ce plateau avec beaucoup de nouveaux chiffres, y compris, je vous le disais, ce sondage pour TF1 LCI, l'opinion des Français, et les chiffres économiques décortiqués par François Langlais. A tout de suite.